Il se tenait dans sa demeure de 15 millions de dollars, une coupe de champagne levée bien haut. Il portait un toast à sa nouvelle épouse, la femme qui allait enfin lui donner les enfants que sa première femme, soi-disant, ne pouvait pas avoir. Sa famille applaudissait. Sa mère souriait avec satisfaction. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait fait le bon choix. Il avait bien fait de laisser derrière lui sa femme stérile. Mais à 80 kilomètres de là, dans la salle d'accouchement d'un hôpital, cette même femme rejetée était sur le point de leur prouver à tous qu'ils avaient terriblement tort. Pas une fois, ni deux, mais 4 fois. Avez-vous déjà été rejeté par quelqu'un qui jurait vous aimer? Vous a-t-on déjà fait sentir que vous n'étiez pas assez? Comme si quelque chose était fondamentalement brisé en vous, pour découvrir plus tard que vous aviez toujours été plus que suffisant. Que feriez-vous si la personne qui vous a abandonné, qui vous a humilié, qui vous a remplacé parce que vous étiez inadéquat, découvrait soudain que vous possédiez la chose, même pour laquelle elle vous a quitté? L'accueilleriez-vous à bras ouverts? Lui claqueriez-vous la porte au nez pour toujours? Ou feriez-vous quelque chose que personne n'attendait? Ceci est l'histoire d'un homme qui a jeté un diamant parce qu'il était convaincu que c'était du verre. L'histoire d'une femme à qui l'on a dit qu'elle était sans valeur, défectueuse, incomplète, pour finalement devenir plus puissante, plus épanouie et plus comblée que quiconque aurait pu le prédire. L'histoire de 4 petits miracles qui allaient exposer le plus grand mensonge jamais prononcé dans un mariage. Et l'histoire du moment où le karma n'a pas seulement frappé à la porte, il l'a défoncé. Mais voici ce qui rend cette histoire différente de tout ce que vous avez entendu auparavant. La fin. Elle remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur le pardon, sur les secondes chances, sur ce à quoi ressemble vraiment la justice. Vous pensez savoir comment cela se termine. Croyez-moi, vous vous trompez. Restez jusqu'au tout dernier mot, car le rebondissement final vous fera tout remettre en question. Si vous êtes nouveau ici, vous venez de découvrir un endroit où les histoires ne font pas que divertir. Elles enseignent, elles inspirent et elles transforment votre vision du monde. Pour ma famille qui est de retour, merci d'être là encore une fois. Votre soutien est essentiel. Maintenant, avant de nous lancer dans cette incroyable aventure, faites-moi une petite faveur. Abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Et si vous sentez déjà que celle-ci va vous plaire, n'hésitez pas à exploser le bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Êtes-vous prêts? Commençons. 6 ans avant que tout ne s'effondre, Lennox Harrove bâtissait un empire par ses propres moyens. À 25 ans, elle captivait les salles de réunion de Manhattan. Sa prestance était telle que les cadres supérieurs, 2 fois plus âgés qu'elle, se penchaient pour l'écouter parler. En tant que jeune cadre marketing chez Crawford & Associates, l'une des agences de publicité les plus respectées de la ville, Lennox avait mérité son bureau d'angle. Elle l'avait obtenu grâce à son pur talent et à une éthique de travail acharnée. Sa peau brune et chaude semblait rayonner de confiance sous les lumières crues du monde de l'entreprise. Ses cheveux naturels, qu'elle coiffait de différentes manières selon son humeur, sont devenus sa signature. Une rébellion silencieuse contre les règles tacites du conformisme. Quand Lennox entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Non pas parce qu'elle exigeait l'attention, mais parce qu'elle la méritait. Elle avait appris très tôt que le respect ne se donne pas. Il se prend. Ayant grandi à Baltimore, fille unique de Dorothy Hargrove, une mère célibataire qui enchaînait les gardes en tant qu'infirmière, Lennox comprenait le sacrifice. Elle voyait sa mère partir travailler avant l'aube et rentrer après minuit. L'épuisement se lisait sur chaque ligne de son visage. Tout cela pour s'assurer que sa fille ait les opportunités qu'elle n'avait jamais connues. « Ma chérie, écoute-moi », disait Dorothy pendant les rares moments de calme qu'elle partageait à la table de la cuisine. « Ne laisse jamais l'argent d'un homme te faire oublier ta valeur. Tu m'entends? Tout apporte de la valeur à n'importe quelle pièce où tu entres. Ne l'oublie jamais. » Lennox ne l'a jamais oublié. Elle a financé ses études universitaires avec des bourses, des petits boulots et une détermination sans faille. Au moment où elle a obtenu son diplôme avec mention de l'université Howard, elle avait déjà refusé 3 offres d'emploi. Elle a accepté le poste chez Crawford & Associates. Non pas parce que c'était le mieux payé, mais parce que c'est là qu'elle apprendrait le plus. 4 ans plus tard, elle dirigeait des campagnes pour des entreprises du Fortune 500. Elle se faisait un nom dans un secteur qui n'accueillait pas toujours les femmes qui lui ressemblaient. Elle avait bâti son propre succès. Elle n'avait besoin de personne pour valider sa valeur. C'est exactement pour cette raison que Merrick Thornwell ne pouvait cesser de penser à elle après leur première rencontre.
Le gala de charité pour les jeunes défavorisés se tenait à l'Hôtel Plaza par une fraîche soirée d'octobre. Crawford & Associates avait été engagé pour organiser l'événement et Lennox supervisait chaque détail, des objets de la vente aux enchères à l'orateur principal. Cet orateur principal était Merrick Thornwell. À 35 ans, Merrick représentait tout ce que le capitalisme américain promettait. Une fortune de troisième génération, un portefeuille immobilier qui s'étendait sur toute la côte Est, des cheveux châtain clair toujours parfaitement coiffés, des yeux bleus perçants qui avaient conclu des contrats de plusieurs millions de dollars d'un seul regard, le genre de sourire qui donnait aux investisseurs l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Il était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, quand il le voulait. Son discours ce soir-là était poli et répété. Un récit soigneusement construit sur le don de soi, la responsabilité, l'avenir. La foule a applaudi avec enthousiasme. Les appareils photos ont crépité. Il a ressenti la montée familière de l'approbation. Quand il est descendu de la tribune, une femme en robe vert émeraude s'est approchée de lui, la main tendue. « C'était une présentation impressionnante, Monsieur Thornwell, » dit-elle, sa voix douce et professionnelle. « Cependant, j'ai remarqué que vous avez utilisé les mêmes statistiques sur la pauvreté 2 fois dans la partie centrale. Vous devriez peut-être varier vos données la prochaine fois pour maintenir votre crédibilité. » Les sourcils de Merrick se sont levés. Les gens ne le critiquaient pas, surtout pas lors d'événements où il était la vedette. « Je suis désolé, je n'ai pas saisi votre nom, » dit-il en l'étudiant de plus près. Elle était magnifique, oui, mais il y avait autre chose. L'intelligence émanait d'elle comme de la chaleur. « C'est parce que je ne l'ai pas lancé, » répondit Lennox, avec un soupçon de sourire. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une vente aux enchères à coordonner. » Elle s'est retournée et s'est éloignée, laissant Merrick Thornwell seul au milieu d'une salle de bal bondée. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'intrigue. Il lui a fallu 3 semaines pour découvrir qui elle était. 3 semaines d'enquête discrète, de questions aux organisateurs de l'événement. Il a finalement convaincu quelqu'un chez Crawford & Associates de lui donner un nom. Lennox Harrove, cadre marketing, 25 ans, célibataire. Il a envoyé des fleurs à son bureau le lendemain. Un arrangement modeste, pas les étalages écrasants qu'il commandait habituellement. La carte disait simplement « J'ai varié mes données. Dînons ensemble pour discuter de ce que je fais d'autre de travers. » Lennox a ri en la lisant, puis a jeté la carte. Les fleurs ont continué à arriver. Des arrangements différents, des messages différents, tous avec la même demande sous-jacente. « Il est persistant, n'est-ce pas ?» a commenté son assistante après la 5e livraison. « La persistance ne m'oblige pas à répondre », a répondu Lennox, bien qu'elle soit, admittedly, amusée. Après 4 semaines de fleurs, Merrick a changé de tactique. Il a fait un don substantiel à l'organisation pour la jeunesse du gala au nom de Lennox. Cela a attiré son attention. Elle l'a appelé un jeudi après-midi. « Monsieur Thornwell, bien que j'apprécie le don, je n'apprécie pas d'être utilisé comme une déduction fiscale pour satisfaire votre ego. Ce n'est pas une déduction fiscale si c'est à votre nom, » a-t-il rétorqué. « Et mon ego serait bien mieux satisfait si vous acceptiez de dîner avec moi un soir. Si vous détestez, je ne vous dérangerai plus jamais. Vous me dérangez maintenant. Alors, qu'est-ce qu'une soirée de plus ?» Malgré tous ses instincts lui disant que cet homme représentait des complications dont elle n'avait pas besoin, Lennox s'est entendu dire oui. Leur premier dîner a eu lieu dans un restaurant français tranquille du West Village. Merrick l'avait choisi spécifiquement parce qu'il n'était pas tape à l'œil. Pas de paparazzi, pas de scène, juste de la bonne nourriture et de la conversation. Il a appris ce soir-là que Lennox n'était pas impressionné par sa richesse. Quand il a mentionné ses propriétés, elle a changé de sujet. Quand il a cité des associés puissants, elle a eu l'air de s'ennuyer. Mais quand il l'a interrogée sur sa mère, sur son enfance à Baltimore, sur le moment où elle a su qu'elle voulait travailler dans le marketing, tout son visage a changé. Elle est devenue animée, passionnée, pleinement vivante. « Vous écoutez vraiment quand les gens parlent », a-t-elle observé au milieu du repas. « C'est rare pour quelqu'un dans votre position. » Quelle position est-ce? Riche, puissant, habitué à être la personne la plus importante dans chaque pièce. Merrick a ri. « Vous ne mâchez pas vos mots, n'est-ce pas? La vie est trop courte pour les faux semblants, » a dit Lennox. « Ma mère m'a appris que l'honnêteté fait gagner du temps. Votre mère semble être une femme sage. C'est la personne la plus sage que je connaisse.
À la fin de la soirée, Merrick savait qu'il était en difficulté. Cette femme ne ressemblait à aucune de celles qu'il avait fréquentées. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle ne voulait rien de lui. Elle voulait juste qu'il soit authentique. Leur relation s'est développée au cours des 18 mois suivants, comme une histoire qu'aucun d'eux ne s'attendait à écrire. Pour leur troisième rendez-vous, Merrick l'a emmenée à Paris. Il s'attendait à ce qu'elle soit impressionnée par le jet privé, l'hôtel 5 étoiles, les réservations dans des restaurants exclusifs. Au lieu de cela, ce qui a captivé Lennox, c'est la façon dont il s'est souvenu qu'elle préférait le thé au café. La façon dont il l'a écouté parler d'un client difficile, sans offrir de conseils non sollicités. La façon dont il a traité les hôtesses de l'air, le personnel de l'hôtel et chaque serveur avec un respect sincère plutôt qu'avec une suffisance méprisante. Lors de leur dernière nuit dans la ville, ils ont marché le long de la Seine. Les lumières des ponts dansaient sur l'eau sombre. « Tu es différent de ce à quoi je m'attendais », a admis Lennox, sa main dans la sienne. Merrick s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers elle. « Je pourrais dire la même chose de toi. Tu me mets au défi, Lennox. Tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. »« Tu es déjà meilleur que tu ne le penses, » dit-elle doucement. « Tu avais juste besoin que quelqu'un le voie. » Il l'a embrassée là, sur la rive du fleuve. Et pour la première fois de sa vie, soigneusement contrôlée, Merrick Thornwell a senti qu'il était exactement là où il devait être. De retour à New York, leur relation s'est approfondie. Merrick a rencontré Dorothy, qu'il a jaugé avec l'œil exercé d'une mère qui avait protégé sa fille de la déception trop de fois pour compter. « Si tu fais du mal à ma fille, l'argent ne te protégera pas de moi », a dit Dorothy sans détour pendant le dîner du dimanche. « C'est bien clair ?»« Parfaitement clair, madame », a répondu Merrick, et il le pensait. Dorothy a observé comment il regardait sa fille, comme si Lennox était la réponse à une question qu'il se posait depuis toujours, et a décidé de lui donner une chance. Lennox a rencontré la famille Thornwell lors d'un dîner formel dans le Connecticut. La mère de Merrick, Helena Thornwell, était en tout point la matriarche de la haute société, impeccablement vêtue, aux manières méticuleuses et clairement sceptique quant au choix de son fils. Le marketing a répété Helena quand Lennox a expliqué sa carrière. Comme ses contemporains. « Je préfère le considérer comme essentiel », a répondu Lennox avec aisance. Après tout, même les plus anciennes familles doivent rester pertinentes dans un monde qui change. Les yeux d'Helena se sont légèrement plissés, puis elle a souri. « En effet, vous êtes très éloquente, ma chère. » Ce n'était pas chaleureux, mais ce n'était pas hostile. Lennox s'en contenterait. Merrick l'a demandé en mariage, sur un toit de Manhattan, avec les lumières de la ville étalées en contrebas comme des diamants dispersés. « Je n'ai pas préparé de discours », a-t-il admis, tenant l'écrin de la bague. Chaque version que j'ai répétée semblait trop préparée, trop formelle. Alors, je vais juste dire ceci. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu me rends meilleur. Tu me rends authentique. Épouse-moi, Lennox. Construis une vie avec moi. Elle a dit oui sans hésitation. Leur mariage, 18 mois après leur rencontre, était un mélange parfait de leurs deux mondes. Dorothy a pleuré pendant toute la cérémonie. Même Helena, en regardant son fils regarder sa mariée, comme si elle avait accroché chaque étoile dans le ciel, a dû admettre qu'ils formaient un couple saisissant. La réception a réuni les collègues de Lennox du monde du marketing, ses amis d'enfance de Baltimore, les associés de Merrick et son cercle social du Connecticut. Cela n'aurait pas dû fonctionner. Mais ça a fonctionné. À ma femme, a porté un toast Merrick pendant le dîner, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lennox. Qui m'a appris que les meilleures choses de la vie sont celles que l'on doit mériter. Les 3 premières années de leur mariage ont été tout ce dont Lennox avait rêvé, et plus encore. Elle a lancé sa propre société de conseil avec le soutien total de Merrick. Pas son argent, qu'elle a refusé, mais ses conseils, ses relations et sa conviction inébranlable qu'elle réussirait. Et elle a réussi. Merrick l'a pleinement intégrée à son monde, la consultant sur les décisions commerciales, valorisant sa perspective, la traitant comme une véritable partenaire dans tous les sens du terme. Leur maison dans le Connecticut est devenue un sanctuaire. Le dimanche matin, ils restaient au lit jusqu'à midi, parlant de tout et de rien. Merrick traçait des motifs sur sa peau et lui parlait de la famille qu'il voulait construire avec elle. « Nos enfants seront incroyables », disait-il, la main posée sur son ventre. « Ils auront ton intelligence, ta beauté et ton entêtement.
Lennox le taquinait en passant ses doigts dans ses cheveux. L'équilibre parfait, riait-il. Nos enfants seront extraordinaires. La nuit, il la serrait fort, lui murmurant des promesses dans les cheveux. Des promesses d'éternité. Des promesses d'un amour qui résisterait à toutes les tempêtes. Des promesses d'une famille qui serait construite sur les fondations qu'ils créaient ensemble. Lennox croyait chaque mot. Elle croyait qu'ils construisaient quelque chose d'incassable, de réel, de durable. Elle n'avait aucun moyen de savoir que les fissures se formaient déjà sous la surface. Que les promesses murmurées dans le noir se transformeraient en accusations à la lumière du jour. Que l'homme qui avait dit un jour qu'elle le rendait meilleur déciderait bientôt qu'elle n'était pas assez. Mais pour l'instant, dans ces années dorées, Lennox Harrove Thornwell était plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle était aimée, elle était valorisée, elle était chez elle. La chute, quand elle arriva, n'en serait que plus dévastatrice. La première fissure est apparue lors de leur 4e anniversaire de mariage. Lennox et Merrick avaient prévu un dîner intime dans leur domaine du Connecticut. Juste eux deux, du champagne sur la terrasse, le genre de célébration tranquille que les couples mariés apprécient quand ils sont encore vraiment heureux. Helena Thornwell avait d'autres projets. La mère de Merrick est arrivée sans prévenir à 3 heures de l'après-midi, entrant avec la clé qu'elle avait insisté pour garder en cas d'urgence. Elle a traversé la maison dans un nuage de Chanel numéro 5 et d'attente à peine voilée. 4 ans, a annoncé Helena, s'installant dans le salon comme si elle en était la propriétaire. 4 ans de mariage et toujours pas de petits-enfants. Le nom des Thornwell doit perdurer. Vous savez, le temps passe. Ses yeux se sont posés sur le ventre plat de Lennox avec la précision d'un laser. Lennox a gardé son sourire parfaitement en place. Nous apprécions d'être juste nous deux pour le moment, Helena. Le plaisir, c'est bien beau, ma chère, mais c'est l'héritage qui compte. Merrick est fils unique. La responsabilité lui incombe. Elle a fait une pause, prenant une gorgée délicate du thé qu'elle avait demandé à Lennox de préparer. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Le mot flottait dans l'air comme une accusation. Aucun problème, a dit Merrick rapidement. Trop rapidement. Nous ne sommes juste pas pressés. Mais après le départ d'Helena, la graine avait été plantée. Ce qu'aucun d'eux n'a mentionné à la mère de Merrick, ce qu'ils reconnaissaient à peine l'un à l'autre, c'est qu'ils essayaient depuis plus d'1 an. Lennox avait arrêté de prendre la pilule 14 mois plus tôt. Ils avaient tous les deux convenu qu'il était temps. Ils étaient financièrement stables, émotionnellement prêts, construisant la vie qu'ils voulaient. Elle s'attendait à être enceinte en quelques mois. Les premiers tests négatifs ne l'avaient pas inquiétée. Ces choses prenaient du temps, se disait-elle. Le stress du travail pouvait affecter les cycles. Le timing n'était pas toujours parfait. Mais mois après mois, les tests montraient la même ligne unique. Au 8e mois, Lennox a pris rendez-vous avec son gynécologue. Le médecin a fait des analyses de sang, vérifié les niveaux d'hormones, effectué une échographie. Tout semble parfaitement normal, l'a assuré le médecin. Parfois, cela prend juste plus de temps pour certains couples. Essayez de vous détendre. Le stress peut en fait inhiber la conception. Merrick est allé voir un spécialiste sur l'insistance douce de Lennox. Il est revenu avec la même nouvelle. Totalement en bonne santé, a-t-il rapporté, bien qu'elle ait remarqué qu'il n'osait pas la regarder dans les yeux. Le médecin a dit que nous allions bien tous les deux. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais alors que les mois continuaient de passer sans grossesse, quelque chose a commencé à changer dans leur maison. Le changement était subtil au début, si subtil que Lennox s'est presque convaincu qu'elle exagérait. Les contacts de Merrick, qui avaient toujours été fréquents et affectueux, le sont devenus moins. Il avait l'habitude de la serrer contre lui pendant qu'il regardait la télévision, ses doigts traçant des motifs distraits sur son bras. Maintenant, il s'asseyait à l'autre bout du canapé, son ordinateur portable ouvert, son attention ailleurs. Il avait l'habitude de l'embrasser, pour lui dire au revoir chaque matin, un rituel qui les avait ancrés tous les deux. Maintenant, il partait travailler alors qu'elle était encore sous la douche, lançant un adieu distrait depuis le seuil de la porte. Leur intimité physique, autrefois passionnée et fréquente, est devenue programmée et clinique. Cela se produisait pendant sa période de fertilité, parce qu'il le fallait, non pas parce qu'il voulait se connecter. Peut-être qu'on essaye trop fort, a suggéré Lennox, une nuit après une autre rencontre mécanique. Peut-être qu'on devrait juste laisser faire la nature. On laisse faire la nature depuis plus d'1 an, a répondu Merrick, sa voix plate. Clairement, ça ne marche pas. Il s'est détourné d'elle,
et Lennox a fixé son dos dans l'obscurité, ressentant une froideur qui n'avait rien à voir avec la température. Au cours de leur 5e année de mariage, Merrick travaillait de plus en plus tard. « Gros projet », expliquait-il par texto. « Ne m'attends pas. » Lennox dînait seul à la table qu'il partageait autrefois. Sa nourriture refroidissait pendant qu'elle rafraîchissait son téléphone, espérant des nouvelles qui venaient rarement. Quand il rentrait à la maison, il sentait les restaurants chers et le scotch. Ses yeux, qui s'illuminaient autrefois en la voyant, restaient distants et froids. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-elle, essayant de maintenir une apparence de normalité. « Bien », répondait-il, se dirigeant déjà vers l'étage. « Je suis épuisé, je vais me coucher. » L'homme qu'elle avait épousé, celui qui restait éveillé à parler avec elle jusqu'à 3 heures du matin, qui appréciait ses opinions, qui la traitait comme une partenaire, disparaissait. À sa place, il y avait un étranger qui la regardait comme si elle était une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre, ou pire, comme si elle était une déception qu'il était fatigué de gérer. Ce que Lennox ne savait pas, c'est que Merrick avait déjà trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir comme l'homme qu'il voulait être. Elle s'appelait Tinsley Vaughn. À 26 ans, Tinsley s'était bâti une modeste carrière de décoratrice d'intérieur pour des propriétés commerciales. Elle n'était pas la designer la plus talentueuse de New York, mais elle était certainement la plus stratégique. Thornwell Industries a engagé son entreprise pour rénover le hall et les parties communes d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Le chef de projet l'a assigné à travailler directement avec Merrick pour les approbations de design. Tinsley a reconnu l'opportunité dès qu'elle lui a serré la main. Riche, beau, et portant son costume comme une seconde peau, elle avait fait des recherches sur lui avant leur première rencontre. Marié, pas d'enfant. Sa femme était une sorte de consultante en affaires. Aucune présence sur les réseaux sociaux en tant que couple. Intéressant. Monsieur Thornwell, dit-elle lors de leur première consultation, sa main s'attardant juste un instant de trop dans la sienne. Je dois dire que je suis enthousiasmé par ce projet. Votre vision de l'espace est vraiment convaincante. Merci, répondit Merrick. Professionnel mais poli. J'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Au cours des semaines suivantes, Tinsley s'est assuré que chaque présentation de design nécessitait une réunion en personne. Elle les programmait en fin d'après-midi, sachant qu'ils seraient fatigués et stressés. Elle portait des vêtements assez professionnels pour être appropriés, mais assez ajustés pour être remarqués. Elle posait des questions sur son entreprise, ses propriétés, ses projets d'expansion. Elle écoutait comme si chaque mot qu'il prononçait était profond, et lentement, prudemment, elle a commencé à introduire des sujets plus personnels. « Vous semblez tendu aujourd'hui », a-t-elle observé lors de leur 4e réunion, sa voix douce de préoccupation fabriquée. « Est-ce que tout va bien à la maison ?» Merrick aurait dû immédiatement mettre fin à la question, aurait dû maintenir les limites professionnelles, aurait dû penser à Lennox, à ses vœux, à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Au lieu de cela, il s'est entendu dire « Juste les pressions habituelles. Rien que je ne puisse gérer. Je suis sûr que vous gérez tout magnifiquement, » a dit Tinsley, ses yeux retenant les siens juste un instant de trop. « Mais tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler parfois. Je suis une bonne oreille si vous en avez besoin. » C'est à ce moment-là qu'il aurait dû partir. Il ne l'a pas fait. La liaison a commencé 6 semaines après leur rencontre. Elle a débuté par des déjeuners qui s'éternisaient, des réunions d'affaires qui se transformaient en conversations personnelles. Tinsley se confiait sur sa propre vie, des histoires soigneusement éditées, conçues pour la faire paraître vulnérable, accessible, disponible. « J'ai toujours voulu une famille », a-t-elle mentionné nonchalamment autour d'un sushi. Mais il est difficile de trouver un homme qui valorise vraiment cela de nos jours. Tout le monde est tellement concentré sur sa carrière et sa liberté. Merrick a pensé à Lennox, aux tests de grossesse négatifs, aux questions pointues de sa mère, au vide qu'il ressentait chaque fois qu'il rentrait chez lui. La famille est importante, a-t-il convenu, sa voix lourde de sens que Tinsley était conçue pour saisir. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la sienne. « Vous feriez un père incroyable », dit-elle doucement. « Je le sens. » Il aurait dû retirer sa main, aurait dû mettre fin au déjeuner, aux réunions de projet, à tout ce qui se construisait entre eux. Au lieu de cela, il a laissé sa main rester. 2 semaines plus tard, ils se sont retrouvés dans un hôtel de Midtown. Merrick s'est dit que ce n'était qu'une fois. Juste un moment de faiblesse, juste un soulagement de la pression qui s'était accumulée à la maison. Mais une fois est devenu 2, 2 sont devenus une habitude. L'habitude est devenue une routine. Tinsley savait exactement quoi dire.
exactement comment le faire se sentir. Elle n'a jamais mentionné les difficultés de grossesse, n'a jamais posé de questions difficiles, ne l'a jamais fait se sentir inadéquat. Un homme comme vous mérite d'avoir tout ce qu'il veut, a-t-elle murmuré un soir dans une chambre d'hôtel qui devenait familière. Un homme comme vous mérite des enfants, un héritage. Je pourrais vous donner ça, je pourrais tout vous donner. Et Merrick, qui avait autrefois promis l'éternité à Lennox, s'est laissé y croire. De retour dans le Connecticut, Lennox commençait à remarquer des choses qui ne collaient pas. Elle a trouvé un reçu dans la poche de sa veste pour des bijoux qu'elle n'avait jamais reçus. Quand elle l'a interrogé à ce sujet nonchalamment, Merrick a prétendu que c'était un cadeau pour un client. « Quel client ?» a-t-elle demandé. « La décoratrice d'intérieur sur le projet du centre-ville. » Courtoisie professionnelle. Lennox a classé l'information, essayant d'ignorer le malaise qui s'installait dans sa poitrine. Ses chemises ont commencé à revenir avec des traces de parfum qui n'étaient pas le sien. Léger, floral, jeune. Nouveau détergent au pressing, a-t-elle demandé, tenant une chemise sous son nez. Peut-être, a dit Merrick, sans lever les yeux de son téléphone. Je ne fais pas attention à ce genre de choses. Son téléphone, qui traînait autrefois nonchalamment sur les comptoirs et les tables, était maintenant toujours dans sa poche, toujours face contre table, toujours protégé par un mot de passe qu'il avait changé sans explication. Quand il vibrait pendant le dîner, l'un des rares soirs où il était réellement à la maison, il le saisissait rapidement, son visage se crispant de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Le travail ?» demandait Lennox. « Toujours », répondait-il, tapant des réponses qui l'orientaient loin de sa vue. Les preuves s'accumulaient, la distance se creusait. L'homme qu'elle aimait lui échappait, et elle ne semblait pas pouvoir l'arrêter. Mais Lennox avait été élevé par une femme qui se battait pour ce qui comptait. Dorothy n'avait pas baissé les bras quand la vie devenait difficile, et Lennox ne le ferait pas non plus. Son mariage valait la peine de se battre. C'est du moins ce qu'elle se disait en restant éveillée la nuit, écoutant Merrick respirer à côté d'elle, se demandant quand était la dernière fois qu'il l'avait réellement regardée avec amour au lieu d'obligation. Elle croyait encore qu'il pouvait arranger ça. Croyait encore que ce qui se passait était temporaire. Croyait encore que l'homme qui avait marché avec elle le long de la Seine et promis d'être meilleur pour elle était toujours là, quelque part. Elle avait tort. Mais elle ne découvrirait à quel point elle avait tort que lorsqu'il serait bien trop tard. Ma famille, si cette histoire vous touche en plein cœur, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi tout de suite. Dites-moi en commentaire. Que feriez-vous si vous commenciez à remarquer ces signes? Confronteriez-vous votre partenaire immédiatement? Enquêteriez-vous davantage? Feriez-vous semblant de ne pas voir ce qui était juste devant vous? Et si vous croyez que Lennox mérite bien mieux que ce qu'elle endure, cliquez sur le bouton « J'aime ». Faites-moi savoir que vous êtes de son côté. Parce que ce qui va suivre, ça va vous briser le cœur avant de le guérir. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Quand tout s'est finalement effondré, Lennox a passé 3 jours à planifier la soirée parfaite. Elle a libéré son emploi du temps, quittant le bureau tôt un vendredi après-midi pour acheter des ingrédients au marché de Greenwich. Elle a acheté des herbes fraîches, le meilleur morceau de bœuf qu'elle pouvait trouver, et la bouteille de vin qu'ils avaient partagée lors de leur lune de miel, celle qu'ils avaient promis de garder pour les occasions spéciales. Celle-ci semblait assez spéciale. C'était comme si leur mariage en dépendait. À la maison, elle a transformé leur salle à manger en quelque chose d'un magazine. Des bougies vacillaient sur chaque surface, projetant une lumière chaude sur la table en acajou. Elle a disposé des roses blanches, les préférées de Merrick, dans des vases en cristal. La belle vaisselle est sortie du placard, ainsi que l'argenterie qu'ils avaient reçue en cadeau de mariage, mais rarement utilisée. Dans la cuisine, elle a préparé son plat préféré avec la précision d'un chef. Filets mignons au romarin et à l'ail, légumes rôtis de leur propre jardin, le soufflé au chocolat qu'elle avait mis 3 essais à maîtriser quand ils étaient jeunes mariés. Elle portait la robe rouge, celle qu'il lui avait achetée pour leur 2e anniversaire, celle dont il disait toujours qu'elle lui donnait l'air de sortir d'un rêve. À 7 heures, tout était parfait. À 8 heures, les bougies avaient brûlé d'1 pouce. À 9 heures, la nourriture refroidissait. À 10h15, Merrick a enfin franchi la porte d'entrée. Il s'est arrêté net en voyant la salle à manger, observant les bougies, les roses, la table soigneusement dressée. Son expression n'était pas de plaisir ou d'appréciation. C'était quelque chose de plus proche de l'irritation. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé en desserrant sa cravate. « Le dîner » a dit Lennox. «
forçant la gaieté dans sa voix. Je voulais qu'on passe une belle soirée ensemble. Juste nous deux. Merrick a jeté un coup d'œil à sa montre. J'ai déjà mangé. Le dîner avec le client a duré plus longtemps que prévu. Les mots l'ont frappé comme de l'eau froide. Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'effort, aucune explication pour laquelle il n'avait pas appelé. Je peux tout réchauffer, a-t-elle offert rapidement. Ça ne prendra que quelques minutes. Je n'ai pas faim, Lennox. Elle l'a regardé traverser la pièce qu'elle avait passé des heures à perfectionner, soufflant les bougies avec une efficacité mécanique, comme si son effort n'était rien de plus qu'un risque d'incendie. « Merrick, s'il te plaît, assieds-toi avec moi quelques minutes. On ne se parle plus jamais. » Il s'est arrêté, la main sur l'interrupteur. Parler de quoi? De nous, de ce qui se passe entre nous. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient alors qu'elle lissait la robe rouge. « J'ai l'impression que tu m'échappes. » Pendant un instant, quelque chose a vacillé sur son visage. Dès la culpabilité peut-être, ou la reconnaissance de la femme qu'il avait autrefois aimée, debout devant lui dans une robe qu'il avait choisie, dans une pièce qu'elle avait transformée avec amour. Mais l'instant est passé. Quand il s'est tourné pour lui faire face pleinement, ses yeux étaient froids. « Peut-être que je ne t'échapperai pas si tu pouvais me donner ce dont j'ai besoin. » Les mots ont atterri comme des coups physiques. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a murmuré Lennox. « Je veux dire que j'ai perdu des années à attendre des enfants que tu ne sembles pas pouvoir me donner. Ma famille a besoin d'un héritier, Lennox. Tu le savais quand tu m'as épousé. Les médecins ont dit que nous n'avions aucun problème médical tous les deux. Alors peut-être que le problème n'est pas médical, l'a-t-il interrompu, sa voix tranchant sa défense comme une lame. Peut-être qu'on n'était tout simplement pas fait pour être ensemble. Le silence qui a suivi était assourdissant. Lennox a senti le sol se dérober sous ses pieds, a senti les fondations de tout ce en quoi elle croyait se fissurer. « Tu me blâmes ?» a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Pour quelque chose que nous traversons tous les deux. Tu ne blâmes que moi. » J'énonce des faits. 5 ans, Lennox. 5 ans d'essai pour rien. Peut-être qu'il est temps que nous acceptions tous les deux la réalité. Elle a regardé l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait construit une vie, et a réalisé qu'elle ne le reconnaissait plus. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux abandonner, comme ça? Je veux dire que peut-être que c'était une erreur depuis le début. La robe rouge lui a soudain semblé être un costume qu'elle n'avait pas le droit de porter. Les roses semblaient ridicules. La nourriture froide sur la vaisselle parfaite semblait être la preuve de sa propre bêtise. « Sors !» a-t-elle dit doucement. « Quoi? Sors de cette pièce. Sors de ma vue. » Sa voix était plus forte maintenant, plus stable. « J'ai passé 3 jours à planifier cette soirée, parce que je pensais que nous avions quelque chose qui valait la peine de se battre. Clairement, je me suis trompé. » Merrick est resté là un instant de plus. Comme s'il voulait dire autre chose, comme si une partie de lui se souvenait de qui ils étaient. Mais quelle que soit cette impulsion, il l'a réprimée. Il a quitté la pièce sans un autre mot, et Lennox a entendu ses pas dans les escaliers, a entendu la porte de la chambre se fermer derrière lui. Elle est restée seule au milieu des bougies vacillantes et des roses mourantes, entourée des débris de sa dernière tentative pour sauver son mariage. 3 semaines plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. Lennox les a trouvés sur le comptoir de la cuisine en rentrant du travail, accompagné d'un mot de la main de Merrick. « Mon avocat vous contactera. Aucune conversation, aucun avertissement, aucune reconnaissance des 7 années qu'ils avaient partagées ou des vœux qu'ils avaient prononcés. » Elle a appelé son bureau. Son assistante l'a informé que M. Thornwell était indisponible et le resterait dans un avenir prévisible. Toute communication devait passer par sa représentation légale. Les avocats qu'il avait engagés étaient les plus chers de New York, le genre de cabinet spécialisé dans la disparition rapide et discrète des problèmes, quels que soient les dommages collatéraux. Quand l'avocat de Lennox, un ami de la famille qui s'était occupé de ses contrats commerciaux, a examiné la requête, son visage était sombre. « Il ne demande rien de déraisonnable », a-t-il admis. « Le contrat de mariage que vous avez signé protège la plupart de ses actifs. Mais Lennox, il est clairement pressé. Il veut que ce soit finalisé le plus tôt possible. Pourquoi cette précipitation ?» Son avocat a hésité. Habituellement, quand quelqu'un veut accélérer un divorce de manière aussi agressive, c'est parce qu'il a une raison impérieuse d'être légalement libre. L'implication flottait entre eux. « Il y a quelqu'un d'autre », a dit Lennox. « Ce n'était pas une question. Je ne peux pas le prouver, mais si j'étais vous, je me préparerais à cette possibilité. » Ce soir-là, Lennox a appelé la ligne privée de Merrick. Pour une fois, il a répondu. « J'ai reçu les papiers.
a-t-elle dit sans préambule. Bien. Je veux que ce soit fait rapidement et discrètement. Je serai juste, mais j'ai déjà tourné la page. Tourner la page? Les mots semblaient étrangers dans sa bouche. Vers quoi exactement? Vers quelqu'un qui peut me donner ce dont j'ai besoin. Qui est-elle? Silence. Merrick, qui est-elle? Ce n'est plus ton problème. La ligne a été coupée. 2 jours plus tard, Lennox a découvert la vérité de la manière la plus cruelle possible. Elle faisait la queue dans un café près de son bureau quand elle a entendu 2 femmes discuter des dernières pages mondaines. « Tu as vu l'article sur Merrick Thornwell » a demandé l'une. « Il est déjà fiancé à une décoratrice d'intérieur. »« C'était rapide » a répondu l'autre. « Son divorce n'a-t-il pas été finalisé la semaine dernière ?» Apparemment, la nouvelle fiancée est magnifique, beaucoup plus jeune que l'ex-femme. Lennox s'est excusée de la file d'attente et s'est dirigée directement vers le kiosque à journaux le plus proche. Elle a acheté tous les magazines mondains qu'ils avaient. Là, en page 3 de Manhattan Elite, il y avait une photographie en couleur qui lui a brisé le cœur. Merrick est une superbe femme blonde assise au Bernardin, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. La main gauche de la femme était positionnée bien en évidence sur la table, montrant une bague en diamant qui était facilement 2 fois plus grosse que celle que Lennox avait portée pendant 5 ans. Le titre disait « Le magnat de l'immobilier Merrick Thornwell, fiancé à une décoratrice d'intérieur après un divorce discret ». L'article était bref mais brutal dans son efficacité. Le PDG de Thornwell Industries, Merrick Thornwell, 42 ans, a annoncé ses fiançailles avec la décoratrice d'intérieur Tinsley Vaughn, 26 ans, lors d'un dîner intime hier soir. Le couple a commencé à se fréquenter après le récent divorce de Thornwell avec la consultante en marketing Lennox Harrove. « Nous sommes ravis de fonder notre famille ensemble », a commenté Vaughn. Des sources proches de la famille suggèrent qu'un mariage est prévu pour l'été. Fonder leur famille. Les mots étaient un coup de poignard délibéré, conçu pour communiquer exactement pourquoi le mariage précédent avait échoué. Lennox s'est assise sur un banc devant le kiosque et a regardé la photographie. Cette femme, cette Tinsley, était belle de la manière évidente qui nécessite de l'argent, du temps et de la jeunesse pour être entretenue. Cheveux blonds platine, dents parfaites, le genre de silhouette qui rend bien dans les vêtements de créateur. Elle était tout ce que Lennox n'était pas, et apparemment tout ce que Merrick voulait. Le pire, ce n'était pas les fiançailles elles-mêmes. Ce n'était même pas la vitesse à laquelle cela s'était produit. Le pire, c'était de réaliser que pendant qu'elle planifiait des dîners romantiques et se battait pour leur mariage, Merrick construisait déjà un avenir avec quelqu'un d'autre. Dorothy est arrivée dans les 3 heures suivant l'appel téléphonique de Lennox. Sa mère a jeté un coup d'œil au visage de sa fille et l'a immédiatement serrée dans le genre d'étreinte que seules les mères peuvent offrir. Féroce, protectrice, inconditionnellement aimante. « Cet homme est un imbécile », a dit Dorothy avec férocité, tenant Lennox alors qu'elle se laissait enfin pleurer. « Je l'ai jeté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et un jour, il s'en rendra compte. »« Pourquoi n'étais-je pas assez, maman ?» a sangloté Lennox sur l'épaule de sa mère. « Je lui ai tout donné, je l'ai aimé complètement. Pourquoi ce n'était pas assez ?» Dorothy s'est reculée et a pris le visage de sa fille entre ses mains. « Écoute-moi, ma chérie, tu es toujours assez. Tu m'entends? Toujours. Ne laisse jamais ces échecs devenir ta définition. L'incapacité de cet homme à voir ta valeur ne dit rien sur toi et tout sur lui. Quant aux enfants, les enfants viendront quand ils devront venir. Et quand ils le feront, ils auront la chance d'avoir une mère qui connaît sa valeur. Une mère qui ne se contente pas d'hommes qui la font se sentir petite. » Dorothy est restée 2 semaines, aidant Lennox à naviguer dans les procédures de divorce et l'attention médiatique qui a suivi. Car il y a eu une attention médiatique, plus que ce qu'elles avaient prévu. Merrick Thornwell était une figure éminente de l'immobilier new-yorkais. Sa vie personnelle désordonnée était devenue un divertissement pour les gens avec trop d'argent et trop peu de but. Les négociations du règlement du divorce ont révélé une dernière vérité sur l'homme que Lennox avait épousé. Malgré l'embauche des avocats les plus agressifs de la ville, l'équipe de Merrick avait peu d'arguments. Le contrat de mariage que Lennox avait signé protégeait l'argent de sa famille et les actifs hérités. Mais tout ce qu'ils avaient construit ensemble pendant leur mariage était en jeu. Lennox aurait pu se battre pour la moitié de tout cela. La moitié du domaine du Connecticut, la moitié du portefeuille d'investissement, la moitié des intérêts commerciaux qu'il avait développés pendant leur partenariat.
Son avocat l'a encouragé à le prendre. « Vous l'avez mérité », a-t-il insisté. « Vous étiez une partenaire à part entière dans ce mariage. Vous avez soutenu sa carrière, reçu ses clients, lui avez donné 5 ans de votre vie. Prenez ce qui vous revient de droit. » Mais Lennox a refusé. « Je ne veux pas de son argent », a-t-elle dit fermement. « Je veux ce que j'ai apporté, ce que j'ai gagné moi-même, rien de plus. » Finalement, elle est partie avec son entreprise de conseil, ses économies personnelles et les bijoux qui avaient été des cadeaux plutôt que des investissements. Elle a laissé derrière elle le domaine du Connecticut et le style de vie auquel elle s'était habituée. « Pourquoi ?» a demandé son avocat, vraiment perplexe. « Pourquoi laisser de l'argent sur la table ? Parce que je ne l'ai pas épousé pour son argent, » a répondu Lennox. « Et je ne le laisserai pas penser que je le quitte pour ça non plus. C'était une question de dignité, et la dignité, elle l'avait appris de sa mère, était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. » Le mariage de Merrick et Tinsley a eu lieu 3 mois après la finalisation du divorce. C'était tout ce que le mariage de Lennox n'avait pas été. Ostentatoire, cher, conçu pour faire une déclaration plutôt que pour célébrer l'amour. 500 invités à l'hôtel Plaza. Une couverture dans 3 magazines différents. Helena Thornwell dans son élément en tant que mère du marié, obtenant enfin le spectacle qu'elle avait toujours voulu. Les citations de la couverture du mariage sont parvenues à Lennox par des amis bien intentionnés qui pensaient qu'elle devait savoir ce qui se disait. « Enfin, avait dit Helena au journaliste mondain, mon fils peut avoir les enfants qu'il a toujours voulu. Nous avons hâte de fonder notre famille, s'était exclamé Tinsley au photographe. Merrick va être un père si merveilleux. Voilà à quoi ressemble le bonheur, avait dit Merrick lui-même, son bras autour de la taille de sa nouvelle épouse. Tous deux souriant à l'appareil photo. Lennox a lu les articles une fois, puis les a jetés. Elle en avait fini d'être une note de bas de page dans l'histoire de Merrick Thornwell. Il était temps d'écrire la sienne. 4 semaines après avoir signé les derniers papiers du divorce, Lennox Harrove s'est effondrée dans son bureau. Elle s'était jetée dans le travail avec le désespoir d'une femme qui avait besoin de prouver qu'elle pouvait construire quelque chose de beau à partir des cendres de son ancienne vie. Les journées de 18 heures sont devenues la norme. Les appels de clients le week-end sont devenus une routine. Le sommeil est devenu facultatif. Son entreprise de conseil était florissante. 3 nouveaux clients majeurs, une liste d'attente de projets potentiels et une reconnaissance de l'industrie qui n'avait rien à voir avec le nom de Thornwell. Elle bâtissait un empire par ses propres moyens, un contrat à la fois. Mais le succès avait un coût. Un mardi après-midi humide de septembre, alors qu'elle présentait une stratégie marketing au conseil d'administration d'une start-up technologique, la salle de conférence a soudainement basculé. Mademoiselle Harrove, un des cadres s'est penché vers elle. « Est-ce que ça va ?» Lennox s'est agrippé au bord de la table, essayant de se stabiliser alors que la pièce continuait de tourner. « Je vais bien, juste besoin d'un moment. » Les mots sont morts dans sa gorge alors que l'obscurité l'a englouti. Elle s'est réveillée à l'arrière d'une ambulance. Un ambulancier vérifiait son pouls, tandis que la ville défilait floue par les fenêtres. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé faiblement. « Vous vous êtes évanoui » a expliqué le secouriste. « Vous avez heurté le sol assez fort. Nous vous emmenons à l'hôpital Mount Sinai pour une évaluation. » À l'hôpital, les infirmières se sont déplacées efficacement autour de son lit, prenant sa tension artérielle, vérifiant sa température, posant des questions auxquelles elle a répondu dans un brouillard de confusion. Quand était son dernier repas? Elle ne s'en souvenait pas. Quand était sa dernière nuit complète de sommeil? Il y a des semaines, peut-être des mois. Un stress récent? La question était presque drôle. Le docteur Patricia Chen est entrée dans la chambre, un dossier à la main et une expression qui suggérait qu'elle avait tout vu et était rarement surprise par quoi que ce soit. « Mademoiselle Harrove, je vais commander des analyses de sang et faire quelques tests. Un évanouissement peut être causé par de nombreuses choses. Déshydratation, épuisement, problème de glycémie. Nous allons découvrir ce qui se passe. » 3 heures plus tard, le docteur Chen est revenu avec des résultats qui allaient tout changer. « Quand a eu lieu votre dernier cycle menstruel ?» a-t-elle demandé, s'installant sur la chaise à côté du lit de Lennox. Lennox a réfléchi au flou des derniers mois. Entre les procédures de divorce, le stress de tout recommencer et les exigences de la reconstruction de son entreprise, elle avait cessé de prêter attention au rythme de son corps. « Je ne sais pas », a-t-elle admis. « Peut-être il y a 2 mois. J'ai supposé que c'était le stress. »
Toute ma vie a été bouleversée récemment. Le docteur Chen a hoché lentement la tête. Le stress peut certainement affecter les cycles. Mais mademoiselle Harrove, vous êtes enceinte. Les mots n'ont pas fait sens au début. Lennox a regardé le visage du médecin, attendant une clarification ou une correction. « C'est impossible », a-t-elle finalement dit. « J'ai été mariée pendant 5 ans. Nous avons essayé constamment. Tous les spécialistes ont dit que nous étions tous les deux en bonne santé. Mais rien ne s'est jamais passé. Je ne peux pas être enceinte. Le test sanguin est définitif, a dit doucement le docteur Chen. Mais il y a plus. Je veux faire une échographie pour avoir une image plus claire de ce qui se passe. 20 minutes plus tard, Lennox était allongé sur une table d'examen avec un gel frais étalé sur son ventre pendant que le docteur Chen déplaçait une sonde d'échographie avec une précision experte. L'écran s'est rempli d'images granuleuses en noir et blanc, qui ne signifiaient rien pour l'œil non averti de Lennox. Le docteur Chen est resté silencieuse, ses mouvements devenant plus concentrés, plus délibérés. « Est-ce que tout va bien ?» a demandé Lennox, une nouvelle peur s'insinuant dans sa voix. « Tout va. » Le docteur Chen a fait une pause, étudiant l'écran de plus près. « Mademoiselle Harrove, vous n'êtes pas seulement enceinte, vous attendez des quadruplés. » La pièce a semblé basculer à nouveau, mais cette fois, Lennox était allongée. « 4 bébés, a-t-elle murmuré. 4 bébés en bonne santé d'après ce que je peux voir. Vous en êtes à environ 12 semaines. 12 semaines. L'esprit de Lennox a fait un bond en arrière, calculant les dates. Il y a 12 semaines, elle était encore mariée, partageant encore un lit avec Merrick, croyant encore qu'ils essayaient de construire un avenir ensemble. Il y a 12 semaines, elle concevait les enfants qu'il prétendait qu'elle ne pourrait jamais lui donner, alors même qu'il prévoyait de la quitter pour quelqu'un qui, soi-disant, le pouvait. « Je ne comprends pas », a dit Lennox, sa voix à peine audible. « Nous avons essayé pendant des années. Tous les médecins ont dit que nous allions bien, mais rien ne s'est passé. Comment est-ce possible ?» Le docteur Chen a tiré une chaise à côté de la table d'examen. Son expression était gentille mais sérieuse. « Parfois, le corps fonctionne de manière mystérieuse », a-t-elle expliqué. Le stress, émotionnel, physique, psychologique, peut absolument inhiber la conception. Les hormones libérées pendant un stress chronique peuvent interférer avec l'ovulation, avec l'implantation, avec chaque partie du processus de reproduction. Donc, quand le stress a été levé, quand votre corps a finalement relâché cette tension chronique, tout s'est aligné. Ce n'est pas courant, mais ce n'est pas non plus du jamais vu. Parfois, les femmes conçoivent immédiatement après avoir fait des changements de vie majeurs, mis fin à des relations stressantes, changé de carrière, supprimé des sources d'anxiété. Unquote. La main de Lennox s'est instinctivement posée sur son ventre. Sous sa paume, invisible pour tous les autres, 4 petites vies grandissaient, 4 morceaux de l'avenir dont elle avait rêvé, prenant forme au moment exact où elle avait été rejetée pour son incapacité à les créer. L'ironie était presque trop lourde à porter. Cette nuit-là, seule dans la chambre d'hôpital, alors qu'il la gardait en observation, Lennox a pris la décision la plus importante de sa vie. Elle ne parlerait pas de la grossesse à Merrick. Ce n'était pas de la vengeance, bien que la tentation soit là. Ce n'était pas de la rancune, bien qu'elle ait tout à fait le droit de la ressentir. C'était de la protection. Quand Dorothy est arrivée le lendemain matin, après avoir conduit toute la nuit depuis Baltimore suite à l'appel téléphonique soigneusement formulé de Lennox, elle a trouvé sa fille assise dans son lit, les mains posées sur son ventre, son expression sereine, comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. « 4 bébés », a dit Lennox, sans préambule. « Tu peux le croire, maman ?» 4. Dorothy s'est effondrée dans le fauteuil visiteur, la main sur son cœur. « Ma chérie, c'est un miracle, un véritable miracle. Il m'a quitté parce qu'il croyait que je ne pouvais pas lui donner d'enfant, » a dit Lennox, sa voix stable. « Il a choisi une autre femme parce qu'il était convaincu que j'étais le problème. Ces bébés méritent un père qui les veut pour ce qu'ils sont, pas parce qu'ils représentent une solution pratique à ses problèmes d'héritage familial. Et s'il le découvre plus tard, elle a croisé le regard de sa mère. Alors je m'en occuperai plus tard. Mais pour l'instant, mon seul travail est de mettre ces bébés au monde en toute sécurité. Tout le reste peut attendre. » Dorothy a étudié le visage de sa fille et a vu quelque chose qu'elle reconnaissait. La même force tranquille qui l'avait portée à travers la maternité célibataire des années plus tôt. « Ces enfants vont être tellement aimés, » a dit doucement Dorothy. « Tellement incroyablement aimés. La grossesse a été immédiatement classée à haut risque.
Les gestations multiples comportent toujours des complications accrues. Travail prématuré, diabète gestationnel, prééclampsie, la possibilité qu'un ou plusieurs bébés ne se développent pas correctement. Le Dr. Chen a orienté Lennox vers un spécialiste en médecine fœto-maternelle qui a élaboré un plan minutieux pour surveiller à la fois la mère et les bébés tout au long de la grossesse. Vous devrez modifier considérablement votre mode de vie, a expliqué le Dr. Martinez lors de leur premier rendez-vous. Pas de stress, déplacements minimaux, horaire de travail réduit. À votre 5e mois, vous devrez probablement être alité. Lennox a pensé à son entreprise de conseil, aux clients qui dépendaient d'elle, à l'indépendance financière pour laquelle elle s'était si durement battue. « Je peux travailler à distance », a-t-elle dit. « Je peux gérer mon niveau de stress. Mademoiselle Arov, vous portez 4 bébés. Votre corps va subir plus de contraintes que vous ne pouvez l'imaginer. Votre seul travail pour les 6 prochains mois est de faire grandir des enfants en bonne santé. Tout le reste est secondaire. » À son 5e mois, les prédictions du Dr. Martinez se sont avérées exactes. Le corps de Lennox, qui avait toujours été fort et fiable, a commencé à lutter sous le poids de 4 bébés en pleine croissance. Sa tension artérielle a grimpé. Ses chevilles ont doublé de volume. Le simple fait de marcher de la chambre à la cuisine la laissait essouffler. Dorothy a emménagé de façon permanente, transformant la chambre d'amis en son propre espace et prenant en charge toutes les responsabilités ménagères. Yolanda, la meilleure amie de Lennox depuis l'université, est intervenue pour gérer l'entreprise de conseil, s'occupant des appels des clients et de la coordination des projets, tandis que Lennox dirigeait les opérations depuis son lit. « Je me sens inutile », s'est plainte Lennox un après-midi, calé sur des oreillers avec son ordinateur portable en équilibre sur son énorme ventre. « Tu fais grandir 4 êtres humains », a répondu Yolanda, examinant les dossiers des clients au pied du lit. « C'est le contraire d'inutile, c'est surhumain. » Pendant ce temps, à 300 miles de là, dans le Connecticut, Merrick et Tinsley découvraient que fonder une famille n'était pas aussi simple qu'ils l'avaient supposé. Leur lune de miel s'était déroulée sur la Côte d'Azur, où Tinsley avait fait un spectacle de jeter ses pilules contraceptives. « Plus de barrières », avait-elle déclaré, jetant la boîte dans une poubelle avec un geste théâtral. « Faisons un bébé. » Mais mois après mois, les tests de grossesse montraient la même ligne unique qui avait autrefois hanté Lennox. « Peut-être qu'on essaye trop fort », a suggéré Merrick, après le 6e test négatif, bien que les mots sonnent creux même en les prononçant. « Je ne comprends pas », a dit Tinsley, sa voix tendue de frustration. « Je suis jeune, je suis en bonne santé, ça devrait être facile. » Au 8e mois de leur mariage, la patience de Tinsley s'amenuisait. « Peut-être devrions-nous voir un spécialiste », a suggéré Merrick, bien que l'idée le remplisse d'une appréhension familière. « Je n'ai pas besoin d'un spécialiste », a sèchement répondu Tinsley. « Je suis en parfaite santé. » Peut-être que le problème ne vient pas de moi. Pour la première fois depuis son divorce, Merrick s'est surpris à penser à Lennox. Aux années qu'ils avaient passées à essayer, aux médecins qui leur avaient assuré à tous les deux que rien n'allait mal, à la possibilité que le problème n'ait jamais été elle. Mais il a repoussé ses pensées. Son ancienne vie était derrière lui. Son avenir était avec Tinsley, et il trouverait une solution. Il le devait. Un matin pluvieux de mars, 6 mois après avoir appris qu'elle était enceinte, Lennox Harrove a donné naissance à 4 bébés parfaits. La césarienne était prévue à 36 semaines, plus tôt que le terme complet, mais assez tard pour que les bébés aient développé des poumons forts et des systèmes stables. Dorothy se tenait à côté de la table d'opération, tenant la main de Lennox pendant que le docteur Martinez travaillait avec une efficacité experte. « Le premier bébé est un garçon », a annoncé le médecin, tenant un petit nourrisson rose et gigotant, qui a immédiatement commencé à pleurer. Des poumons solides. Micah. Lennox avait choisi les noms des mois plus tôt, les écrivant dans un journal qu'elle gardait à côté de son lit. Deuxième bébé, un autre garçon, a poursuivi le docteur Martinez. Malcolm, troisième bébé est une fille, Zale. Et notre 4e bébé est aussi une fille, Quinley. En 20 minutes, Lennox était passé de seule au monde à mère de 4 enfants. Ils sont parfaits, a pleuré Dorothy, regardant les infirmières évaluer rapidement chaque bébé avant de les placer dans des lits chauffants. Absolument parfait. Micah avait hérité des cheveux châtain clairs de son père et des yeux bruns chauds de sa mère. Malcolm avait le teint plus foncé de Lennox, avec les traits fins du visage de Merrick.
Zale était le double miniature de sa mère, de la couleur de sa peau à la forme de son nez. Quinley a surpris tout le monde avec une peau claire et des cheveux noirs bouclés qui semblaient lui appartenir uniquement. Quand les infirmières ont finalement placé les bébés sur la poitrine de Lennox pour un contact peau à peau, elle a senti quelque chose changer en elle, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Toute la douleur de son mariage, toute l'humiliation du divorce, toute l'incertitude quant à l'avenir, se sont dissoutes en quelque chose de complètement différent. Un amour pur, inconditionnel, écrasant. « Bonjour mes miracles », a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage, alors que 4 petits poings serraient ses doigts. « Je suis votre maman. Je vous ai attendu toute ma vie. » Dorothy a immortalisé le moment avec son téléphone. Lennox entouré de ses enfants, son visage rayonnant de joie malgré son épuisement. C'était une photographie qu'elle chérirait pour toujours. La photographie qui, un jour, changerait tout. Ramener 4 nouveau-nés à la maison a tout changé dans le monde de Lennox. L'appartement de Manhattan qu'elle avait appelé chez elle pendant des années, cet espace élégant avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur Central Park, semblait soudainement incroyablement petit et totalement inadapté. Le bruit résonnait sur les parquets. Les escaliers menant au 2e niveau sont devenus un danger qu'elle ne pouvait pas gérer en portant plusieurs bébés. Les rues animées en bas semblaient menaçantes plutôt qu'énergisantes. Dans les 2 mois suivant la naissance des bébés, Lennox a pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris elle-même. Elle a vendu l'appartement. « Tu es sûre de toi, ma chérie ?» a demandé Dorothy, regardant sa fille emballer des cartons pendant que 4 nourrissons dormaient dans leur porte-bébé. « Cet endroit représente ton indépendance. »« Non, maman, » a répondu Lennox, emballant soigneusement une photo encadrée de sa remise de diplôme. « Mon indépendance est juste là, dans ces porte-bébés. Cet appartement représente qui j'étais. Il est temps de construire quelque chose de nouveau. » Elle a acheté une maison en grès brun de 4 chambres à Brooklyn, à 15 minutes de la maison de Dorothy et à 10 minutes de la famille de Yolanda. Le quartier était rempli de jeunes familles, de rues bordées d'arbres et du genre de communauté où les gens s'asseyaient encore sur leur perron le soir et se connaissaient par leur nom. La maison avait besoin de travaux. La cuisine était démodée. Les salles de bain nécessitaient une rénovation, et le jardin était plus de terre que d'herbe. Mais elle avait quelque chose que l'appartement de Manhattan n'avait pas, de l'espace pour grandir. Lennox a transformé la plus grande chambre en une nursery avec 4 berceaux, disposés de manière à ce qu'elle puisse voir tous les bébés de n'importe quel angle. La 2e chambre est devenue son bureau, équipée de la technologie dont elle avait besoin pour gérer son entreprise de conseil à distance. La 3e chambre était pour Dorothy, qui avait déménagé de façon permanente pour aider avec les enfants. La 4e serait le sanctuaire de Lennox, quand elle trouverait enfin le temps de l'utiliser. Elle a restructuré tout son modèle d'entreprise autour de sa nouvelle réalité. Au lieu de prendre des projets qui nécessitaient des déplacements constants ou des réunions en personne, elle s'est concentrée sur le conseil stratégique qui pouvait être fait depuis chez elle. Elle a embauché 2 employés à temps partiel pour gérer le travail qui ne pouvait pas être géré entre les horaires de repas et les siestes. Ses revenus ont diminué, mais ses priorités avaient changé. Le succès professionnel ne signifiait rien s'il se faisait au détriment du temps passé avec ses enfants. La réalité de la maternité de quadruplé était différente de tout ce à quoi Lennox aurait pu se préparer. Les nuits étaient les plus difficiles. À 2 mois, les bébés n'avaient aucune notion d'horaire de sommeil synchronisé. Quand l'un se réveillait affamé, les pleurs en réveillaient un autre. Qui réveillait le 3e? Qui réveillait le 4e? Ce qui aurait dû être une séance d'alimentation de 30 minutes devenait un marathon de 2 heures de biberon, de rots, de changement de couche et de tentatives pour rendormir les bébés. Certaines nuits, Lennox se retrouvait assise sur le sol de la nursery à 4 heures du matin, un bébé dans chaque bras et 2 autres dans des transats, pleurant d'épuisement. « Je ne sais pas comment faire ça », a-t-elle avoué à Dorothy une nuit particulièrement difficile. « Comment les gens gèrent-ils un seul bébé? Comment suis-je censé en gérer 4? »« Un moment à la fois », a répondu Dorothy, prenant Micah et Malcolm, tandis que Lennox se concentrait sur les filles. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, ma chérie. Tu as juste besoin d'être présente. » La logistique était écrasante. 4 bébés signifiait 32 biberons à laver et à stériliser chaque jour,
Cela signifiait utiliser 60 couches en 24 heures. Cela signifiait une lessive qui ne finissait jamais et un budget d'épicerie qui semblait impossible à maintenir. Lennox a développé des systèmes par nécessité. Des biberons à code couleur pour suivre qui avait mangé quand. Un tableau détaillé sur le réfrigérateur documentant les heures de sommeil, les quantités de nourriture et les changements de couches. Un programme de rotation pour le temps sur le ventre, l'heure du bain et l'attention individuelle. Elle a appris à fonctionner avec 3 heures de sommeil. Elle a maîtrisé l'art de nourrir 2 bébés simultanément tout en berçant les 2 autres dans des balancelles mécaniques. Elle est devenue une experte pour changer les couches d'une main tout en tenant un biberon de l'autre. Il y a eu des moments où la responsabilité semblait écrasante. Des moments où elle se demandait si elle avait fait une terrible erreur en essayant d'élever 4 enfants seuls. Des moments où elle s'asseyait dans sa voiture sur le parking de l'épicerie et pleurait d'épuisement. Mais il y a eu d'autres moments aussi. La première fois que les 4 bébés lui ont souri simultanément. Lennox a compris ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de cœurs qui éclatent de joie. C'est arrivé un mardi matin, quand les bébés avaient 3 mois. Elle avait réussi à les nourrir, les changer et les avoir tous éveillés en même temps. Un petit miracle en soi. Elle était assise sur le sol de la nursery, faisant des grimaces et chantant des berceuses faux, quand soudain, 4 petits visages se sont illuminés de sourires assortis. « Tu as vu ça » a-t-elle appelé Dorothy qui pliait du linge à proximité. Ils ont tous souri en même temps. Ils savent qu'ils ont la meilleure maman du monde, a répondu Dorothy, regardant le visage de sa fille se transformer d'émerveillement. L'abondance d'amour était quelque chose à quoi personne ne l'avait préparé. Elle s'attendait à aimer ses enfants, bien sûr, mais elle n'avait pas anticipé la façon dont cet amour se multiplierait et s'étendrait jusqu'à remplir chaque recoin de sa vie. Micah a été le premier à tenir sa tête, le premier à se retourner, le premier à s'asseoir sans soutien. Même en tant que nourrisson, il semblait prendre la responsabilité de ses frères et sœurs, pleurant quand il pleurait, se calmant quand il se calmait. Il avait les cheveux châtain clair de son père et les yeux bruns chauds de sa mère, et une personnalité qui commandait l'attention sans l'exiger. Malcolm était plus doux, plus observateur. Il préférait les activités calmes, qu'on lui lise des histoires, écouter de la musique, regarder le mobile au-dessus de son berceau, tourner lentement dans la lumière de l'après-midi. Il a hérité du teint plus foncé de Lennox et des traits fins de Merrick, mais son tempérament était entièrement le sien. Même bébé, il semblait être une vieille âme. Zal était une pure artiste dès la naissance. Elle gazouillait et babillait plus que ses frères et sœurs, donnait des coups de pied enthousiastes pendant les changements de couche et semblait s'illuminer chaque fois que les adultes lui prêtaient attention. Elle était le double miniature de Lennox, même teint, même structure faciale, même énergie irrésistible. Quinley a surpris tout le monde. Avec sa peau claire et ses cheveux noirs bouclés, elle avait l'air différente de ses frères et sœurs. Mais sa personnalité était la plus unique de toutes. Elle était l'observatrice, la penseuse. Elle restait tranquillement dans son berceau, observant tout avec de grands yeux, qui semblaient bien trop sages pour une si petite personne. Chacun est complètement différent, a observé Yolanda un après-midi, regardant Lennox nourrir 4 bébés affamés dans un système de rotation élaboré. C'est comme s'ils s'étaient partagés tous les traits de personnalité possibles. Ils sont parfaits, a dit Lennox, ajustant le biberon de Quinley tout en gardant un œil sur les progrès de Micah. Épuisant, mais parfait. Alors que les enfants devenaient des tout-petits, ils ont commencé à poser des questions sur leur père. Cela a commencé innocemment. Des observations sur les familles au terrain de jeu, des commentaires sur les amis qui avaient des papas à la maison, une simple curiosité sur pourquoi leur famille était différente. Lennox s'était préparé à ces conversations, mais la réalité était plus complexe qu'elle ne l'avait anticipé. « Où est notre papa ?» a demandé Zaylee, âgée de 3 ans, un soir alors que Lennox lisait des histoires pour le coucher. Les autres enfants ont levé les yeux de leurs livres, soudainement intéressés par une réponse qu'ils n'avaient jamais pensé à demander. « Votre papa et moi ne pouvions pas rester ensemble », a expliqué Lennox, sa voix douce mais directe. « Parfois, les adultes ne peuvent pas faire fonctionner leur mariage, et c'est triste. Mais cela n'a rien à voir avec à quel point vous êtes spéciaux. Est-ce qu'il sait pour nous ?» a demandé Micah, son jeune visage sérieux. Lennox a choisi ses mots avec soin. « Votre papa vit loin, et il a une vie différente maintenant. Mais vous m'avez moi, et vous avez grand-mère Dorothy,
et vous avez tante Yolanda, et nous vous aimons tous plus que tout au monde. Elle n'a jamais montré de photos de Merrick, mais elle n'a pas non plus caché son existence. Quand les enfants demandaient à quoi il ressemblait, elle soulignait les traits qu'ils avaient hérités. La couleur des cheveux de Micah, la forme du nez de Malcolm, la façon dont les yeux de Quinley se plissaient quand elle riait. Elle n'a jamais parlé en mal de lui, n'a jamais exprimé d'amertume à propos de leur mariage raté, n'a jamais suggéré que son absence était autre chose que des circonstances malheureuses. Ces enfants méritaient mieux qu'une mère qui empoisonnait leur compréhension de la moitié de leur héritage. Pendant ce temps, à 3 états de là, le mariage que Merrick croyait résoudre tous ses problèmes s'effondrait. 2 ans d'essai pour concevoir n'avaient abouti qu'à de la frustration et à des disputes de plus en plus amères. Tinsley, qui avait été charmante et solidaire, est devenue exigeante et pleine de ressentiment. La femme qui avait promis de lui donner des enfants passait maintenant la plupart de son temps à le blâmer pour leur échec à en créer. « Peut-être que tu devrais te faire tester à nouveau », a suggéré Tinsley pour la 4e fois, sa voix acérée d'accusation. « J'ai été testé pendant mon premier mariage », a répondu Merrick avec lassitude. Les résultats étaient bons. « Eh bien, clairement quelque chose a changé. Je suis jeune, je suis en bonne santé, je n'ai jamais eu de problème. Mais en privé, des doutes avaient commencé à s'insinuer dans l'esprit de Merrick. Il se surprenait à penser plus souvent à Lennox, à leurs années d'essai, au médecin qui leur avait assuré à tous les deux que rien n'allait mal, à la possibilité que le problème n'ait jamais été médical. Et si le problème avait été le stress? Et si la pression d'essayer avait créé un cycle qui empêchait la conception? Et si quitter Lennox avait été la plus grande erreur de sa vie? Ses pensées le tourmentaient, surtout tard dans la nuit, quand Tinsley dormait à côté de lui et que leur maison vide ressemblait à un monument à ses échecs. Il avait tout ce qu'il pensait vouloir. La jeune et belle épouse, la libération d'un mariage devenu difficile, l'approbation de sa mère, qui le louait constamment pour avoir fait le bon choix. Mais il n'avait jamais été aussi malheureux. Lennox, pendant ce temps, découvrait une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. La femme qui s'était autrefois définie par son mariage, qui avait mesuré sa valeur par sa capacité à rendre Merrick heureux, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus confiant, de plus authentiquement elle-même qu'elle ne l'avait jamais été. Son entreprise de conseil prospérait. Travailler à domicile lui permettait d'être présente pour ses enfants, tout en se constituant une clientèle qui appréciait son expertise. Elle a accepté des projets qui la mettaient au défi, a travaillé avec des entreprises dont les missions correspondaient à ses valeurs et a établi des relations professionnelles basées sur le respect mutuel plutôt que sur les relations sociales. « Regarde ma fille », a dit Dorothy un soir, regardant Lennox coordonner une conférence téléphonique, tout en aidant Micah avec un puzzle et en gardant un œil sur les 3 autres enfants qui jouaient à proximité. « Regarde ce que tu as construit. Nous l'avons construit ensemble, maman », a répondu Lennox. Bien qu'elle ressente une fierté tranquille pour ce qu'elle avait accompli, elle avait créé une vie remplie de buts, de joie et d'amour inconditionnel. Elle avait élevé 4 enfants extraordinaires, qui étaient confiants, gentils et sûrs de la dévotion de leur mère. Elle avait bâti une indépendance financière et un succès professionnel selon ses propres termes. Elle était complète, non pas parce qu'elle avait trouvé quelqu'un pour la compléter, mais parce qu'elle avait découvert qu'elle n'avait jamais été brisée en premier lieu. Maintenant, ma famille, ce qui va se passer est le moment où tout bascule. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, car cette histoire est sur le point de prendre un tournant que vous ne croirez absolument pas. Appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Mettez un j'aime si vous êtes du côté de Lennox et préparez-vous. Parce que je suis sur le point de vous raconter le jour où Merrick Thornwell a découvert la vérité qui allait briser tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie. La suite, elle va vous laisser sans voix. Quand l'entreprise de conseil de Lennox a décroché le contrat de développement de Morrison Plaza, elle a pensé que c'était la percée que son entreprise attendait depuis 3 ans. Le projet était énorme, un développement mixte au centre-ville qui remodèlerait 6 pâtés de maisons. Des espaces commerciaux, des appartements de luxe, des immeubles de bureaux et des espaces publics qui serviraient de modèle pour le renouveau urbain. La stratégie de marketing et de marque à elle seule valait plus que ce qu'elle avait gagné au cours de ses 2 premières années en tant que consultante indépendante. « C'est ça », a dit Yolanda, examinant les détails du contrat autour d'un café pendant que les enfants jouaient dans le jardin de Lennox. « Ce projet te fait entrer dans la cour des grands. Fini de se battre pour des clients,
ou de devoir faire tes preuves auprès de gens qui devraient déjà connaître ta valeur. Lennox ressentait la même excitation, le même sentiment de validation. Elle avait bâti son entreprise un client à la fois, établissant une réputation pour sa pensée innovante et son exécution sans faille. Le projet Morrison Plaza représentait tout ce pourquoi elle avait travaillé. Ce qu'elle ne savait pas, ce que la société de développement n'avait pas mentionné dans leur communication initiale, c'est que Thornwell Industries détenait une participation de 40% dans le projet. Elle a découvert ce détail exactement 18 minutes avant la réunion de lancement. « Pardon, qu'avez-vous dit ?» a demandé Lennox à son contact chez Morrison Development, son téléphone collé à l'oreille, alors qu'elle était assise dans sa voiture, devant le gratte-ciel de Manhattan, où la réunion était prévue. Thornwell Industries, ils sont le principal bailleur de fonds. Ne l'avions-nous pas mentionné? Merrick Thornwell assistera à la présentation d'aujourd'hui pour approuver la stratégie marketing. Le monde a semblé ralentir autour d'elle. « Mademoiselle Arove, êtes-vous là? »« Oui » a-t-elle réussi à dire. « Je suis là, je monte tout de suite. » Pendant un instant, elle a envisagé de partir, de se déclarer malade, de reporter, de trouver une excuse pour éviter la collision qui allait se produire. Mais Lennox Arove n'avait pas bâti son succès en fuyant les situations difficiles. Elle a vérifié son reflet dans le rétroviseur. Ses cheveux naturels étaient coiffés en élégante torsade qui encadrait parfaitement son visage. Son tailleur bleu marine était ajusté, professionnel et assez cher pour imposer le respect dans n'importe quelle salle de réunion. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme d'affaires prospère qui avait sa place dans cette pièce. L'opinion de Merrick Thornwell à son sujet était sans importance pour cette vérité. Elle est entrée dans le bâtiment la tête haute, ses documents de présentation organisés dans un porte-documents en cuir qu'elle s'était offert après avoir décroché son 5e client majeur. Quoi qu'il arrive dans l'heure suivante, elle le gérerait avec grâce. La salle de conférence au 45e étage avait des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ville. Lennox est arrivé 15 minutes en avance, utilisant ce temps pour revoir ses notes de présentation et s'assurer que sa technologie fonctionnait correctement. Elle discutait de la logistique avec l'équipe de Morrison Development quand la porte s'est ouverte et que Merrick Thornwell est entré. 4 ans s'étaient écoulés depuis leur divorce. Mais le voir, c'était comme regarder une photographie légèrement floue qui devenait soudainement nette. Il avait vieilli. Il y avait plus de gris dans ses cheveux châtain clair, des rides plus profondes autour de ses yeux et quelque chose dans sa posture qui suggérait la lassitude plutôt que l'assurance qu'il avait autrefois portée sans effort. Mais c'est la façon dont il la regardait qui a fait disparaître tout le reste dans la pièce. Lennox, sa voix n'était qu'un murmure, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il voyait. Elle s'est levée avec aisance, tendant la main dans un geste purement professionnel. « Monsieur Thornwell » a-t-elle dit, sa voix calme et polie. « Je n'étais pas au courant que vous participeriez à cette réunion. » Pendant un instant, il a simplement fixé la main qu'elle lui offrait. Quand il l'a finalement serrée, sa poignée s'est attardée juste un instant de trop. « Je ne savais pas que vous étiez la consultante sur ce projet. »« Eh bien, » a-t-elle répondu, retirant sa main et retournant à sa place. « Maintenant, vous le savez. Commençons, si vous le voulez bien. » La présentation a duré 90 minutes, et Lennox l'a livrée sans faille. Elle a guidé la salle à travers sa stratégie marketing complète, le positionnement de la marque, les données démographiques cibles, les campagnes numériques, l'intégration des médias traditionnels et les programmes de sensibilisation communautaire. Ses idées étaient innovantes, ses recherches approfondies, et sa présentation était confiante sans être agressive. Mais pendant toute la présentation, elle a senti les yeux de Merrick sur elle. Il a posé peu de questions, a peu contribué à la discussion et semblait avoir du mal à se concentrer sur les affaires. Au lieu de cela, elle a remarqué qu'il l'étudiait, la façon dont elle bougeait, la façon dont elle parlait, la confiance tranquille qu'elle projetait. Quelque chose de fondamental avait changé en elle depuis leur divorce, et il essayait clairement de comprendre quoi. La femme qu'il avait laissée derrière lui avait été couronnée de succès, certes, mais il y avait toujours eu un besoin sous-jacent de validation, une recherche subtile d'approbation qui avait coloré ses interactions professionnelles. Ce besoin avait disparu. Seth Lennox parlait avec une autorité qui venait de l'intérieur plutôt que de la reconnaissance extérieure. Elle ne cherchait pas son approbation, ni ne s'en remettait à ses opinions. Elle présentait ses idées comme quelqu'un qui connaissait leurs valeurs et s'attendait à ce que les autres la reconnaissent également.
Votre stratégie pour la composante de sensibilisation communautaire est particulièrement impressionnante, a commenté l'un des cadres de Morrison. Les partenariats que vous avez proposés avec des organisations locales montrent une réelle compréhension de la dynamique du quartier. Merci, a simplement répondu Lennox. L'adhésion de la communauté est essentielle pour tout projet de développement qui espère vraiment servir la région, plutôt que de simplement la gentrifier. Elle a remarqué que les sourcils de Merrick se sont légèrement levés à sa réponse. La Lennox qu'il se souvenait aurait peut-être dévié le compliment ou donné le crédit à son équipe de recherche. Cette Lennox a simplement accepté les éloges comme son dû. Quand la réunion s'est terminée, des poignées de main ont été échangées, des cartes de visite ont été distribuées et des délais ont été établis. Lennox a commencé à ranger ses affaires avec les mouvements efficaces de quelqu'un qui avait des endroits plus importants où être. Mademoiselle Harrove, a dit Merrick, s'approchant d'elle, alors que la pièce commençait à se vider. Puis-je vous dire un mot? Elle a levé les yeux de son porte-document. Y a-t-il autre chose concernant le projet? Non, je voulais juste... Il semblait chercher ses mots. C'est bon de te voir. Tu es incroyable. Merci, a-t-elle répondu de manière neutre. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un autre rendez-vous. Elle était à mi-chemin de la porte quand il l'a de nouveau appelée. Lennox, attends, s'il te plaît. Elle s'est retournée dans le couloir, son expression poliment attentive, mais pas encourageante. J'ai pensé à toi, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant qu'ils étaient loin des autres. Au fil des ans, je me suis demandé comment tu allais. Comme tu peux le voir, je vais très bien. Oui, vraiment. Il s'est approché, et elle a remarqué que l'alliance manquait à sa main gauche. Je veux que tu saches que mon mariage, Tinsley et moi, nous divorçons. Lennox n'a absolument rien ressenti à cette nouvelle. Aucune satisfaction, aucune justification, aucun sentiment de justice rendue. Juste un vide pour le temps qui avait été perdu. Je suis désolé de l'apprendre, a-t-elle dit, et elle le pensait de la manière la plus générale possible. Vraiment? Ses yeux ont cherché désespérément son visage. Lennox, j'ai fait une terrible erreur. Je le sais maintenant. Je n'aurais jamais dû. Merrick, le passé est le passé. J'ai tourné la page. Vraiment? La question est sortie plus urgemment qu'il ne l'avait prévu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Lennox a pensé aux 4 enfants de 3 ans qui l'attendaient à la maison. 4 beaux enfants qui n'avaient aucune idée que leur mère se tenait dans un couloir de Manhattan face à l'homme qui avait autrefois prétendu qu'elle ne pourrait jamais lui donner ce qu'il voulait. Oui, a-t-elle dit doucement. Il y a quelqu'un d'autre. Plusieurs personnes, en fait. Avant que Merrick ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a vu le visage de Dorothy. Sa mère était censée aller chercher les enfants à l'école maternelle et les appels vidéo signifiaient généralement qu'ils voulaient lui montrer quelque chose qu'ils avaient créé ou accompli. Sans réfléchir, elle a répondu à l'appel. « Maman, maman, regarde ce qu'on a fait !» 4 voix excitées ont rempli le couloir à travers le haut-parleur de son téléphone. La caméra était tremblante. Dorothy avait clairement du mal à garder 4 tout petits énergiques dans le cadre, mais les images étaient sans équivoque. 4 enfants, d'environ 3 ans, tenant des projets artistiques qu'ils avaient réalisés à l'école. Micah, avec ses cheveux châtain clair et ses yeux bruns chauds, agitant un tableau avec enthousiasme. Malcolm, avec le teint de sa mère et les traits fins de son père, montrant timidement une sculpture en argile. Zale, qui ressemblait exactement à Lennox, chantant une chanson qu'elle avait apprise. Quinley, avec sa peau claire et ses cheveux noirs bouclés, observant tranquillement le chaos autour d'elle, avec des yeux qui semblaient bien trop sages. Le visage de Merrick est devenu blanc. Le téléphone a failli glisser des mains de Lennox alors qu'elle le regardait assimiler ce qu'il voyait. Les ressemblances étaient indéniables. Les cheveux châtains, la structure du visage, le mélange indubitable de traits qui ne pouvaient provenir que de 2 personnes spécifiques. Ses enfants. Sa voix s'est brisée. Lennox, ses enfants. Elle a mis fin à l'appel et a glissé le téléphone dans son sac à main. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, malgré la tempête qu'elle voyait se former dans ses yeux. « Tu étais enceinte. » Les mots sont sortis comme un murmure brisé. « Quand nous avons divorcé, tu étais enceinte de mes enfants. »« Nos enfants, a-t-elle corrigé doucement. Ce sont nos enfants. Mais tu étais si certain que je ne pouvais pas te donner ce que tu voulais, que tu n'as jamais envisagé que tu pouvais avoir tort. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » La question flottait dans l'air entre eux, portant des années de douleur, de confusion et d'occasions manquées. « Parce que tu as clairement exprimé ce que tu croyais de moi, Merrick.
Tu as choisi une autre femme parce que tu étais convaincu que j'étais le problème. Tu m'as blâmé pour quelque chose qui nous affectait tous les deux également. Tu m'as rejeté, moi et notre mariage, parce que j'étais stérile. Sa voix est restée stable, mais chaque mot était précis, délibéré. J'ai décidé que mes enfants méritaient mieux qu'un père qui ne les voudrait que pour ce qu'ils représentaient pour son héritage familial. Ce sont aussi mes enfants, a-t-il dit, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Oui, biologiquement. Mais la parentalité ne se résume pas à la biologie, Merrick. C'est être là, c'est être présent à travers les nuits blanches, les couches sans fin, les premiers pas et les genoux écorchés. C'est choisir d'être là chaque jour, même quand c'est difficile. Elle a fait une pause, étudiant son visage. Où étais-tu quand je vomissais tous les matins pendant 4 mois? Où étais-tu quand j'étais confiné au lit, parce que porter 4 bébés mettait ma vie en danger? Où étais-tu quand j'ai accouché? Ou pendant la césarienne d'urgence, ou pendant les premiers jours où je fonctionnais avec 2 heures de sommeil. Je ne savais pas, parce que tu célébrais tes fiançailles avec la femme qui pouvait soi-disant te donner tout ce que je ne pouvais pas, parce que tu étais si convaincu que le problème c'était moi, que tu n'as jamais envisagé d'autres possibilités. Merrick se tenait là, face à l'ampleur de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait manqué, et pour la première fois de sa vie privilégiée, il n'avait aucune réponse. 4 enfants, a-t-il murmuré. Des quadruplés. Micah, Malcolm, Zale et Quinley, a dit Lennox. Ils sont extraordinaires. Ils sont brillants, gentils, drôles et parfaits. Et ils ont été élevés avec amour chaque jour de leur vie. Je veux les rencontrer. Ce n'est plus à toi de prendre cette décision. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants, a répondu Lennox, sa voix ferme mais pas en colère. Ils ont été mes enfants à chaque moment qui comptait. Tu as choisi de renoncer à la possibilité de les avoir. Tu as choisi de croire que j'étais inadéquate. Tu as choisi une autre femme plutôt que l'épouse, qui t'aurait tout donné. Elle a rassemblé son porte-document et a redressé sa veste. Je dois y aller, a-t-elle dit. Mes enfants m'attendent. Alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs, Merrick l'a appelée. Lennox, s'il te plaît, nous devons en parler. J'ai des droits. Elle s'est retournée une dernière fois. Tu as les droits que tu as choisi d'exercer, a-t-elle dit doucement. Rien de plus. Les portes de l'ascenseur se sont refermées entre eux, et Lennox est descendu de 45 étages en silence, son cœur battant la chamade, mais sa résolution absolue. Elle avait protégé ses enfants depuis le début, et elle continuerait à les protéger maintenant. Quoi qu'il arrive, ce serait selon ses conditions. La tempête juridique est arrivée en 1 semaine. Merrick a engagé une équipe d'avocats spécialisés dans les affaires de paternité, des hommes en costume cher qui parlaient d'un ton mesuré de droit, de responsabilité et de l'intérêt supérieur d'enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Les tests ADN ont confirmé ce que tout le monde savait déjà. Micah, Malcolm, Zale et Quinley étaient biologiquement ses enfants. Armés de cette preuve, ces avocats ont envoyé des lettres de menaces exigeant un accès immédiat, des arrangements de garde et des calculs de pension alimentaire rétroactifs. Helena Thornwell, qui avait autrefois rejeté Lennox comme étant inadapté au nom de la famille, a soudainement découvert un intérêt passionné pour ses petits-enfants. Elle a appelé à plusieurs reprises, exigeant des réunions et menaçant de poursuites judiciaires si on lui refusait l'accès au Thornwell. Mais Lennox a tenu bon. « Tu peux faire partie de leur vie », a-t-elle dit à Merrick lors d'une séance de médiation ordonnée par le tribunal. « Mais ce sera selon leurs conditions, pas les tiennes. Ils ne te connaissent pas. Ils ont été aimés et élevés sans toi pendant 3 ans. Tu ne peux pas perturber leur stabilité, parce que c'est pratique pour toi maintenant. Ce sont aussi mes enfants, a argumenté Merrick, bien que sa voix manque de la conviction qu'elle avait autrefois. La parentalité ne se résume pas à la biologie, a répondu calmement Lennox. C'est être là jour après jour, même quand c'est difficile. Où étais-tu pour les nausées matinales qui duraient toute la journée? Où étais-tu pour le repos au lit, la césarienne d'urgence, les nuits blanches avec 4 nouveau-nés? Où étais-tu quand Micah a fait ses premiers pas? Ou quand Malcolm a prononcé son premier mot? Ou quand Zale a appris à chanter? Ou quand Quinley a commencé à lire à 2 ans? Merrick n'avait pas de réponse. La juge, une femme d'une 60aine d'années, qui avait présidé d'innombrables affaires de garde, a étudié la documentation devant elle avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui comprenait que la vie des enfants était en jeu. « Monsieur Thornwell », a-t-elle dit finalement,
Vous avez des droits biologiques sur ces enfants. Mademoiselle Hargrove a été leur unique parent pendant toute leur vie. Le tribunal ne perturbera pas 4 enfants stables et bien adaptés pour satisfaire votre nouvel intérêt pour la paternité. Elle a accordé à Merrick un droit de visite supervisé de 2 heures chaque samedi, avec un moniteur désigné par le tribunal présent. Avant que des visites non supervisées puissent être envisagées, il devrait suivre des cours de parentalité, assister à des séances de thérapie et démontrer un engagement constant envers le bien-être des enfants. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Merrick Thornwell a dû mériter quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement acheter. La transformation qui a suivi a surpris tout le monde, y compris Merrick lui-même. Il a assisté à tous les cours de parentalité, même ceux qui semblaient humiliants pour un homme de 40 ans assis parmi des parents adolescents et de jeunes couples. Il s'est présenté aux séances de thérapie où un conseiller à la voix douce l'a forcé à affronter les choix qu'il avait faits et les dommages qu'il avait causés. Plus important encore, il s'est présenté à chaque visite. Au début, les enfants étaient timides, incertains face à cet étranger qui prétendait être leur père. Ils se sont accrochés au moniteur, une femme aimable nommée Madame Patterson, spécialisée dans l'aide aux familles pour naviguer dans les réunions difficiles. Merrick a appris à s'asseoir par terre. Il a appris les blocs de construction, les livres de coloriage et la bonne façon de lire des livres d'images avec des voix pour différents personnages. Il a découvert que Micah était un leader né qui organisait ses frères et sœurs, que Malcolm préférait les activités calmes et les conversations douces, que Zale aimait se produire et avait besoin d'un public enthousiaste, et que Quinley observait tout avec des yeux qui semblaient bien trop sages pour quelqu'un de si jeune. Il a appris leurs plats préférés, leur routine du coucher, leurs peurs et leurs espoirs, et la façon dont ils veillaient les uns sur les autres, avec une loyauté fraternelle féroce. Surtout, il a observé Lennox. Il a observé comment elle gérait le chaos avec grâce. Comment elle disciplinait avec amour plutôt qu'avec colère. Comment elle avait bâti une vie remplie de joie à partir des cendres de leur mariage. Il a vu la femme qu'il avait rejetée pour être inadéquate et a réalisé qu'elle avait toujours été extraordinaire. « J'ai été un imbécile », lui a-t-il dit un soir après une visite supervisée, alors qu'il se tenait sur le perron de sa maison pendant que les enfants jouaient dans le jardin sous l'œil vigilant de Madame Patterson. « Oui », a simplement acquiescé Lennox. « Tu l'as été. Comment fais-tu pour ne pas me détester ?» Elle a réfléchi attentivement à la question. « Je t'ai détesté pendant un certain temps, mais la haine demande une énergie que je préfère donner à mes enfants. Et honnêtement, Merrick, si tu n'étais pas parti, je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force. J'aurais peut-être passé toute ma vie à essayer d'être assez pour toi, au lieu de réaliser que j'étais toujours plus qu'assez pour moi-même. Tu as toujours été extraordinaire, a-t-il dit doucement. J'étais juste trop aveugle pour le voir. 3 autres années ont passé. Merrick a obtenu des visites non supervisées, puis des nuitées, puis une garde régulière le week-end. Il n'a jamais manqué une pièce de théâtre à l'école, un match de football ou une réunion parents-professeurs. Il a appris à tresser les cheveux de Zale, à aider Malcolm avec sa lecture, à construire des villes Lego élaborées avec Micah et à engager Quinley dans les conversations réfléchies qu'elle désirait. Il ne s'est jamais remarié, n'a jamais eu de relations sérieuses, n'a jamais poursuivi la vie sociale qui semblait autrefois importante. Son monde tournait autour des crêpes du samedi matin avec ses enfants et des conversations tranquilles avec leur mère. L'affection sincère qui avait autrefois existé entre lui et Lennox a commencé à revenir, lentement et prudemment. Cela a commencé par des regards insistants lors des échanges d'enfants, puis des conversations qui s'étiraient plus que nécessaire, puis des dîners de famille où le rire a remplacé la tension de leur passé commun. Le jour du 6e anniversaire des enfants, une célébration organisée dans le jardin de Lennox avec des amis et la famille, Merrick est resté pour aider à nettoyer après la fête. Ils ont travaillé ensemble dans la cuisine, pendant que 4 enfants épuisés dormaient à l'étage. Leur ventre plein de gâteaux et leur chambre remplie de nouveaux jouets. « Lennox », a-t-il dit en séchant un plat qu'elle avait lavé. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que j'ai détruit ce que nous avions. Mais j'ai passé ces années à essayer de devenir l'homme que tu as toujours cru que je pouvais être. » Elle a posé le plat et s'est tournée vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire, Merrick? » « Je veux dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même dans mes pires moments, même quand je nous détruisais, tu as été la seule à me voir vraiment. Tinsley voyait mon compte en banque. Ma mère voit le nom de la famille. Mais toi, tu me voyais moi.
Et j'ai jeté ça. On ne peut pas revenir en arrière, a dit Lennox, sa voix douce mais ferme. Je sais. Je ne demande pas à revenir en arrière. Je demande si nous pouvons avancer. Lentement, prudemment. Quoi que tu aies besoin. Lennox a pensé aux paroles de sa mère, à son propre parcours, à la femme qu'elle était devenue. Elle n'était plus la fille qui avait besoin de la validation de Merrick Thornwell. Elle était complète par elle-même. Mais peut-être, réalisa-t-elle, être complète ne signifiait pas être seule. Lentement, a-t-elle finalement dit. Nous irons lentement. Et si jamais, jamais, tu brises à nouveau ma confiance, je ne le ferai pas, a-t-il promis. Et cette fois, elle a vu la vérité dans ses yeux. Et finalement, certaines bénédictions arrivent dans des emballages que nous n'attendions pas. 4 petits miracles prouvent que l'univers a son propre timing, ses propres plans, ses propres belles surprises. Comme Lennox le disait souvent à ses enfants au coucher, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas devenir. Le monde essaiera de vous mettre dans des boîtes, mais vous, mes chéris, vous êtes nés pour voler. Et ils ont volé. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire, vous faites partie de la famille. Maintenant, cette histoire m'a touché différemment, parce qu'elle nous montre que parfois, les plus grandes victoires se déguisent en défaites. Que parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir de quoi nous sommes vraiment faits. Faites-moi une faveur. Si cette histoire vous a ému, si elle a changé quelque chose dans votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Partagez-la avec quelqu'un à qui on a dit qu'il n'était pas assez. Partagez-la avec quelqu'un qui reconstruit sa vie à partir de zéro. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous avez pensé du choix de Lennox à la fin. A-t-elle eu raison de donner une seconde chance à Merrick? Qu'auriez-vous fait? Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Appuyez sur ce bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les histoires à venir. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, votre histoire n'est pas terminée. Parfois, elle ne fait que commencer.